C'est parti. Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les plus belles marques personnelles pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, je suis coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Doyle. Hello. Hello. So we'll speak in English today, right? Ah, je crois qu'il va mieux falloir, et pour les oreilles des gens par rapport à mon accent et pour mon audience, parler en français si t'es OK, Elisabeth. Ok, ça marche. C'est trop sympa, merci. Je sais que c'est pas ta langue maternelle, mais ça va beaucoup nous aider, je pense. Pour éviter de me ridiculiser aussi. En tout cas, je suis vraiment ravi que tu aies accepté cette invitation parce que, bon, on le sait quand même, en France, les Américains ont 10 ans d'avance sur nous en business et surtout en marketing et en personal branding. Et toi, tu es américaine, tu es expatriée chez nous, enfin en Europe, Mhm. on en reparlera. Tu es entrepreneur et chef d'entreprise depuis plus de 10 ans sur le marché français. Donc c'est là que c'est Mhm. intéressant pour nous. Tu as construit un personal branding ou marque personnelle en français, alors que c'est pas ta langue maternelle. Il y a plus de 40 000 personnes qui te suivent aujourd'hui sur LinkedIn. J'ai même pas regardé les autres réseaux, mais en tout cas, rien que sur LinkedIn, c'est une belle audience. Et tu prends la parole, voilà, dans une langue et dans une langue qui est pas la tienne, dans une culture qui est pas la tienne à la base. Tes contenus sont malgré tout super inspirants. Moi, j'adore te suivre et j'aimerais bien comprendre en fait comment tu t'y es prise en tant qu'américaine pour construire ta personal brand dans un écosystème français avec ton feedback multiculturel parce que tu as dû remarquer des choses étonnantes qui peuvent aider les auditrices auditeurs en route, quoi, en chemin. Tu as dû remarquer des choses. Voilà, déjà que c'est difficile de base, mais alors le faire dans une autre culture et un autre langage, ça doit pas être évident. Je vais te laisser te présenter avant d'entrer dans le vif du sujet, si t'es OK. Ok. Oui, alors, comme vous avez compris, je suis américaine. J'ai quitté les États-Unis en 2009 et j'ai vécu une dizaine d'années en France. Ensuite, je suis partie en Italie. Donc, je vis ici depuis 5 ans. Comme tu as dit, je suis chef d'entreprise. Donc, j'ai créé Aves Formation en 2013. C'est un organisme de formation de langue et bureautique. On travaille un peu de partout en France. Et depuis 1 an, je développe aussi un side project qui s'appelle Sorority Club, où je fais des accompagnements, des coachings pour femmes entrepreneurs. Donc ça, c'est le côté pro, on va dire. Et côté perso, je suis maman aussi de 2 enfants de 5 ans et 3 ans qui sont très, comment dire, très actifs. Ils m'occupent pas mal. Et sinon, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est plutôt timide, introverti. J'aime beaucoup passer du temps seule à lire, à écrire. Donc, écrire, c'est quelque chose que je fais depuis mon enfance, en fait. Pas forcément sur Internet, mais ça a toujours fait partie de ma vie. Merci Voilà beaucoup un pour. peu. Bah ouais, merci beaucoup pour la présentation. Et d'ailleurs, du coup, aujourd'hui, tu bosses toujours avec le marché français, mais donc tu es en Italie. Oui, c'est ça. Ok, ok, Euh, j'ai toujours mon entreprise en France. Je continue ok. avec une clientèle française à distance, du coup. Et ok, donc tu es à distance. Ça, c'est intéressant aussi. Mm. Ma première question, tu viens des États-Unis, tu le disais dans un post, les États-Unis, c'est le pays du business, et tu es venu créer ton entreprise en France, qui est quand même le pays du CDI. Pourquoi tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse en France? Alors déjà, j'étais venue en France pour faire un stage de 6 mois à la base, donc j'avais pas prévu de rester. J'ai fait mon stage et du coup j'aimais beaucoup la vie en France, la culture, et j'aimais le fait d'être étrangère, de vivre comme une débutante, en fait, de dire que je découvre tout de zéro. C'était vraiment chouette et je voulais continuer à vivre ça, et j'ai cherché un travail pour rester en France. Donc ça, c'est un peu la base pourquoi j'étais ici. Et puis le côté entrepreneur est venu quelques années après, quand j'ai perdu mon travail. En fait, l'entreprise Ok. où je travaillais à l'époque a déposé le bilan. Et du coup,
J'avais plus de job et j'en avais besoin pour ma carte de séjour, pour pouvoir rester en France. Et c'est à cette époque que j'ai créé mon entreprise. Je me suis dit pourquoi pas. OK, et 10 ans après, c'est toujours cette entreprise, quoi? Oui, ça fait 12 ans maintenant, oui. Et OK, mais ce qui est cool, c'est que tu as quand même un bon recul du coup, et de la culture française et de l'entrepreneuriat dans une culture française quand on vient d'un autre pays, et certainement avec un regard, un peu plus affûté que nous, parce que nous, on est dedans, quoi. Mhm. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en France, dans le bon et dans le mauvais sens, tu vois? Si on parle du milieu professionnel, Milieu pro, au début, donc faut savoir que ça a beaucoup changé depuis aussi. En Ouais, 2013, c'était pas comme aujourd'hui. Genre, j'étais pas sur LinkedIn, j'étais pas sur les réseaux sociaux. C'était très différent à l'époque, le business. Donc, j'étais accompagnée, on va dire, par des mentors plus âgés. Donc, j'avais mon beau-père de l'époque qui était entrepreneur, qui avait peut-être une cinquantaine d'années à l'époque, donc qui avait aussi, lui, sa vision de l'entrepreneuriat encore plus old school que, que la mienne et très français. Et du coup, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Mais ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était, j'ai envie de dire, un peu la négativité que les Français vivaient le travail comme un poids, que c'était, je trouvais ça très lourd, même la OK. façon dont les entrepreneurs parlaient de leurs salariés. Oui, c'est compliqué d'avoir les salariés en France, les gens se plaignent tout le temps, il faut faire attention. Voilà, je ressentais beaucoup de négativité quand j'ai commencé. Et ça et tu trouves que c'est vrai 12 ans après ou pas? Les salariés, c'est compliqué, et cetera. Oui et non. Je pense que quand tu as des salariés, c'est vrai que tu peux avoir des problèmes. C'est vrai, ça arrive, j'en ai eu. Mais tu peux aussi avoir des très belles histoires que j'ai eues aussi et j'ai même une de mes salariés qui est là depuis 10 ans maintenant et on est devenus amis. Genre on OK. est, amis, proches depuis toutes ces années donc mmh, c'est vrai bon, elle est pas française, je dois l'avouer. Et voilà, ça peut être vrai, mais en même temps, quand tu es entrepreneur, ton entreprise, c'est toi qui la crée. Donc, si tu crées un environnement où les gens sont négatifs ou toxiques ou autres, c'est aussi toi qui l'a créé. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans le bon sens, heu Mmh. en France? Dans le bon sens, ça va surprendre aussi, je pense, en tant que chef d'entreprise, mais j'aime le fait que les gens ne vivent pas pour travailler. OK. Que c'est un pays où on a beaucoup de vacances. Aux États-Unis, il y a pas de minimum légal, donc il y a des gens qui n'ont pas de congés payés. La moyenne, c'est 2 semaines par an. Donc mes Mmh. parents, par exemple, qui travaillent encore, ils ont 2 semaines de vacances chaque année et je trouve Ouais. ça très dur à vivre. Donc moi, j'aime bien le fait d'avoir du temps libre, de travailler moins d'heures, d'avoir beaucoup de congés, etc. J'aime avoir ça pour moi et j'aime aussi le fait que mon équipe puisse avoir cet équilibre là. Donc c'est peut-être bizarre à dire, Ouais. comme je disais en tant que chef d'entreprise, mais je pense que c'est important. Ouais, et OK, ouais, merci pour le retour. C'est vrai qu'on se rend pas compte souvent en France qu'on a quand même des des acquis sociaux avec des congés, et que même les entrepreneurs, c'est un peu différent. On fait toujours ce qu'on veut, et si on veut ne pas prendre de vacances, on le fait pas. Il y a quand même ce biais d'ancrage-là qui fait que, ouais, culturellement, on vit pas pour enfin, normalement, on vit pas pour le travail. Mais parfois, c'est pas toujours vrai dans l'entrepreneuriat, d'ailleurs, j'observe. Mais et toi, en quoi, pour toi, ça a pu être une force, du coup, de travailler avec des Français avec un mindset américain, tu vois? Est-ce que, enfin, c'est quoi les avantages compétitifs voilà, d'arriver avec ton mindset dans une culture française? En fait, ce qui est intéressant, donc dans la boîte, on n'est pas que des Français. Il y a des Américains, des Anglais,
des Italiens, des genre Espagnols. En fait, on a plein de cultures Ouais. différentes et je pense que c'est vraiment ça la force, c'est qu'on se rend compte qu'il y a pas de vérité absolue. Chacun a sa vision du monde, chacun peut apporter un autre point de vue et je pense que c'est vraiment ça, c'est que je pars du principe que j'en sais rien. Et et vis-à-vis du public, tu vois? Parce que là, c'est de l'interne avec les collaboratrices, collaborateurs. Quand tu prends la parole en français, quand tu communiques en français, là, c'est quasiment que des Français, vu que tu écris en français. Mmh. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un avantage à avoir un mindset américain ou une culture américaine? Ou au contraire, tu as dû faire des ajustements parce que c'était compliqué, quoi? Mmh. Ouais, je pense que là déjà le fait que j'ai un peu l'impression d'avoir aucun pays, tu vois? OK. Je suis américaine, oui, c'est vrai, c'est ma nationalité, je suis née là-bas, mais comme ça fait 15 ans que je vis dans d'autres pays, que j'ai vécu en France, en Italie. Maintenant, surtout que depuis que je suis en Italie, je me dis: «Mais je suis qui, en fait?» Je suis une Américaine qui travaille en France et qui vit en Italie. Donc le fait d'avoir aucune nationalité, ça fait que finalement, tu peux aborder certains sujets qui sont tabous pour d'autres, mais qui ne sont pas vraiment pour toi, parce que tu appartiens pas vraiment à un pays, à une façon de voir le monde. Donc peut-être que je me mets moins de barrières par rapport à certaines choses. Donc Ouais. c'est peut-être ça, quand tu as on va dire la culture américaine ou une autre culture, ouais, tu te mets moins de barrières. Et bah, ça fait la transition vers un sujet sur lequel les gens se mettent beaucoup de barrières. C'est prendre la parole, tu vois? Prendre la parole en son nom sur les réseaux. Là, tout à l'heure, tu disais, bah, au début, il y avait pas les réseaux, tout ça. J'avais des mentors très, vieille France ou classique, sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu as une belle audience de 40 000 personnes, je l'ai dit au début. Il y a un moment, pas dès le début, mais il y a un moment, tu t'es mis à prendre la parole et je me demandais, avant de parler du comment, déjà, pourquoi tu t'y étais mise, tu vois? Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui t'a Et ça motivé à le faire? Ça, c'est intéressant aussi. Donc, comme je disais, j'ai vécu un peu ce changement d'entrepreneuriat et de vie. Parce qu'au début, j'étais beaucoup dans les réseaux physiques, des Oui, clubs d'entrepreneurs, vraiment à l'ancienne. Donc, LinkedIn, j'ai commencé fin 2021, je dirais. Fin 2021, début 2022, à beaucoup communiquer sur LinkedIn. Donc, ma boîte avait déjà, je sais plus, 7-8 ans d'existence. Donc, oui, tu avais déjà un pourquoi? business qui marchait, quoi. Tu avais déjà Oui, un c'est ça. business et des clients. Donc, à la base, avec ce business, donc c'est une marque qui ne dépend pas de moi, que les clients OK. ne savent pas qui je suis. C'est une marque à part et c'était aussi le fonctionnement de l'époque où, les entrepreneurs de l'époque ne faisaient pas de personal branding. Heu, C'était pas la façon de faire. Donc je suis Oui. arrivée à un stade où, bah, j'avais construit cette entreprise, mais j'avais un peu envie de faire autre chose. Et Ouais. je savais pas trop quoi faire ou par où commencer. Et j'avais entendu parler de LinkedIn. Pour moi, à l'époque, c'était juste un truc pour, mettre ton CV en ligne, voilà. Je partageais parfois des articles ou je sais pas quoi et on m'avait dit: «Non, maintenant, c'est un réseau où, voilà, ça se développe, tu peux, communiquer sur plein de sujets» et cetera. J'ai commencé un peu, par hasard, tu vois? Et puis j'ai pris goût. J'ai aimé ça, j'ai continué et c'est ça qui m'a aidée aussi dans ma réflexion de qu'est-ce que j'ai envie de faire pour mon nouveau projet, où je dirais que j'ai grandi aussi en tant que personne. Ouais. Et beh, c'était aussi ma question suivante, c'est tu t'y es mis à un moment, cette ta boîte existait déjà, et je voulais savoir, ouais, si bon, tu y as pris goût, mais si quand même quand tu t'y es mis, tu avais un objectif particulier ou si c'était vraiment exploratoire?
et ensuite, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté, tu vois? Parce que maintenant, tu as 3 ans de recul de prise de parole, presque 4. Est-ce que tu avais un objectif? Qu'est-ce que ça t'a apporté, tu vois? C'était vraiment l'exploratoire qui peut être surprenant. Je pense que la plupart des gens le font avec un objectif précis, mais je me suis dit: «Bah, je sais pas, je vais tester, je vais voir ce que ça donne». Et quand j'ai vu les premiers résultats, quand j'ai vu que, voilà, j'avais pas mal de retours sur les posts, j'avais quand même des clients de l'époque qui disaient: «Ah tiens, j'ai vu ton post sur, tel ou tel sujet. D'ailleurs, ça m'a fait penser, j'aimerais bien refaire une formation avec toi». Tu vois? En fait, quand j'ai vu les opportunités qui arrivaient sans même que j'ai un objectif en tête, je me suis dit: «OK, peut-être qu'il y a quelque chose là, je pourrais voir comment professionnaliser un peu tout ça». Et c'est là où j'ai commencé à me former. J'ai suivi OK. des accompagnements, des bootcamps, et cetera pour aller un peu plus loin. OK. C'est intéressant ce que tu dis, juste je rebondis, c'est quand tu dis que tu as commencé à poster, même si c'était exploratoire, ça fait un truc que les gens sous-estiment souvent, c'est que ça a réactivé ton réseau dormant. Ce que j'appelle le réseau dormant, c'est tous les gens que tu as déjà dans ton réseau depuis longtemps, tu avais déjà construit une boîte, tu as déjà fait plein de choses et qui te voient, peut-être ils t'ont pas vu depuis 3 4 ans et du coup, c'est un reminder quoi. Ils se disent: «Ah mais oui, Elisabeth, bah tiens, elle fait ça. Ah bah oui, elle fait toujours ça». Et donc Oui. c'est souvent un levier sous-estimé quand on se lance et d'ailleurs, c'est une bonne raison de se lancer. C'est pas forcément pour aller parler à des nouvelles personnes, c'est simplement déjà de réactiver le réseau dormant parce que souvent les opportunités, elles viennent, bah, du premier cercle et des gens qu'on connaît déjà, potentiellement des clients qu'on a déjà eus et je remarque à chaque fois ça fait ça et c'est ce que ça a fait Mmh. c'est ce que ça a fait dans ton cas. Oui. Très bien et donc après tu t'es formé, OK. Est-ce que en tant, là je creuse aussi un peu à chaque fois ce sujet, mais en tant qu'américaine, tu le fait d'écrire pour un public français, là pour le coup, pour une audience française, est-ce que tu as dû enfin quels ajustements tu as dû faire, tu vois? Et quels sont les trucs que tu as remarqués, où tu t'es dit: «Ah ça passe aux US, ça passe pas en France» ou inversement, tu vois? Il y a des choses comme ça que Mmh. tu as remarquées? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une chose qui me fait rire, c'est le nombre de fois, que je vois des posts en français et que je les reconnais, parce que je les ai déjà vus en anglais, des créateurs qui sont OK. connus, aux États-Unis, par exemple. Donc ça aide aussi à relativiser, à se dire, faut pas trop que je me prenne la tête pour écrire des posts. Genre, il y a des gens qui Ouais, traduisent juste, donc voilà, il faut pas se mettre trop de pression déjà. ouais, Donc c'était le 1er truc. Et puis le deuxième, bah, j'avais pas l'habitude d'écrire en français. Donc même si, on va dire, j'avais l'habitude d'écrire des mails, des propositions, genre des trucs, dans d'autres styles, mais pas d'écrire des posts. Donc ça, pour le coup, le fait de lire des posts, de me former, de m'entraîner, mais comme tout le monde, finalement. Donc je pense que c'était pas forcément une différence culturelle, mais vraiment une question de pratique, quand on n'a pas l'habitude de faire ce ouais. type d'écriture. Et quand même, toi qui as du coup, vu que tu voyais ceux qui traduisaient, ça veut dire que tu regardes à la fois aux US et en France, tu as un double regard. Je sais pas, moi j'ai l'impression, mais je pense que je regarde pas assez aux US. Je regarde que quelques créateurs parce que je les trouve vraiment très forts et il y a pas le même niveau en France, mais j'ai l'impression que dans le monde anglo-saxon, en tout cas aux US, ce qui marche mieux, c'est vraiment les posts copyrightés de manière très sharp, très précis, avec des Mmh. schémas, des choses très, très experts, très logiques, parfois Mmh. peut-être un peu plus génériques et froids. Et qu'en Mmh. France, ça marche mieux quand ça transpire, quoi, quand il y a du pathos, de l'émotion, quand on voit les têtes, et cetera. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais que c'est une différence culturelle, c'est-à-dire que en France, tu peux pas faire du contenu, directement très générique et froid, ça va être plus dur d'émerger. Mmh. Faut plus se montrer, plus être dans l'émotion et c'est peut-être un truc latin ça, toi qui vis en Italie, tu Ouais. j'ai cette impression-là. Est-ce que à ton sens, c'est vrai? Ça dépend certainement des créateurs aussi, de leur façon d'écrire. Tu peux voir des personnes comme, je sais pas, peut-être que tu penses à, Justin Welsh qui va faire un truc, Ah ouais, très carré. très, droit au but, très carré, tu vois? Mais il y a d'autres créateurs qui, voilà, qui sont plus dans le storytelling.
Et je pense que c'est une force quand même que je vois qu'en français, on oui, on rajoute beaucoup plus de mots et que Ouais, souvent pour un bon poste, il faut il faut pas trop en mettre quand même. Genre, souvent, quand je travaille sur un brouillon, j'ai tendance à supprimer des choses, à me dire: «OK, il faut que j'aille un peu plus droit au but et que ça oui. fonctionne mieux». Donc il y a un juste milieu à trouver, mais ouais, je vois ce que tu veux dire que, voilà, en France, on a peut-être plus l'habitude à mettre beaucoup de détails, à vouloir, genre même quand on fait des présentations au Ouais. travail, d'avoir, je sais pas, 10 slides d'introduction pour, juste annoncer de quoi on va parler. Ouais, c'est ça, je pense que c'est très vrai. On est très, bla 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 et les Américains sont peut-être un peu plus straight to the point. Hem et OK, c'était la question différence culturelle, mais je pense qu'il y a une vraie différence aussi de niveau en copywriting, où globalement, le les fondamentaux du copywriting, c'est plutôt, ça a été plutôt créé par les Américains. Moi, j'aime bien lire le blog de Paul Graham où OK. Mmh il mh. dit: Write like you talk», par exemple, et il dit: «Bah, en fait, Mmh. informal language is the athletic closing of ideas», dans le sens où Mmh. il faut qu'il y ait vraiment enfin, c'est vraiment comme si, l'écriture sur LinkedIn, devait être, informelle, pas vulgaire, mais vraiment devait permettre aux idées de se mettre en tenue de sport, quoi, et Oui. d'aller du plus vite possible, du créateur au cerveau de la personne, quoi, et plus Mmh. ce chemin est court, plus la personne a de l'énergie qui lui reste pour, se sentir intelligente et engagée, et j'ai l'impression Oui. qu'il y a cet enjeu-là, en tout cas, Oui, que les carrément. Américains maîtrisent un peu mieux. C'est que le chemin est plus court et donc, bah, oui, ça engage plus. Il te reste plus d'énergie, Mmh. quoi. Mais je Si tu as pense passé aussi 2 parce qu'en minutes à France, la langue est sacrée, quoi. Il faut pas toucher à mmh, la langue de Molière et tout ça, donc il faut écrire d'une certaine manière et il faut, bien écrire les choses. Donc écrire comme tu parles, c'est pas tout à fait dans la culture. Donc ça change maintenant sur les réseaux sociaux, mais comme LinkedIn était on va dire un réseau, professionnel de base, les gens avaient plus l'habitude de voir une écriture professionnelle, sérieuse. ouais. Et ouais, tu as raison. Puis, en fait, je pense que ça se joue pas que sur le copywriting. Moi, j'ai un oncle qui a bossé fait toute sa carrière chez Pfizer et qui a terminé avec des gros postes aux US, et il disait: «Mais nous, en fait, on fait que des réunions de 15-20 minutes et il y a pas de Mmh. small talk, c'est vraiment efficace, quoi», et je pense que ça se retrouve un peu en ligne, c'est aussi culturel. Il y a Oui. une question que j'aime bien, poser à mes invités, c'est, toi, tu as démarré en 2021 à prendre la parole en ligne, et ce podcast, il est quand même sur le personal branding, comment tu Mmh. construis ton autorité en ligne. Mais Mmh. on sait très bien que c'est pas linéaire, qu'il y a Oui. jamais, c'est jamais, une courbe, comme ça, très Mmh. longue. C'est par il y a des ruptures, et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a fait, exploser en ligne? Est-ce qu'il y a un post qui a vraiment propulsé ta visibilité à un niveau supérieur? Qu'est-ce qui a créé des ruptures chez toi? Dans Oui. tes actions, tu vois? J'en vois plusieurs. Je dirais vraiment au début, j'osais pas forcément parler de tout. Que j'ai commencé à faire des posts pour parler de, mon métier, des choses faciles et on a peur aussi quand on est chef d'entreprise de prendre la parole parce que voilà, il y a c'est pas juste nous, c'est toute l'équipe, tous les clients. Genre, on se dit: «Que vont penser toutes ces personnes?» Et du coup, on se met beaucoup de pression par rapport à ça. Donc je sais que j'avais fait un premier post, viral, tout tout au début. Ça aurait été en 2021 ou 2022 sur, sur la double nationalité. Que j'avais Oui. été, invitée dans un dîner où les gens disaient, que c'était n'importe quoi, la double nationalité, qu'il y avait trop d'étrangers à Saint-Étienne. J'habitais à Ah Saint-Étienne oui. à l'époque et du coup, j'ai dit: «Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup d'étrangers comme moi» Ah ouais. et je pouvais pas m'empêcher de ne rien dire et puis on m'a dit: «Mais non, pas toi, Elisabeth», comme si ça devait me rassurer, tu vois? Mais ça m'a mise encore plus en colère
parce que je me suis dit: «Pas moi, pourquoi pas moi? Parce que je suis blanche, parce que je suis américaine, parce que je maîtrise le français, pourquoi pas moi? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire?» et et je n'accepte pas cette réponse, tu Mmh. vois? Et ce poste-là, c'est la première fois où j'ai osé vraiment, partager mes valeurs, je dirais, avec mon audience, et j'ai vu que ça a touché beaucoup de personnes dans les commentaires ou en message privé, et cetera, parce que c'était vraiment un sujet qui parlait aux gens. Hem, OK. donc il y a eu plusieurs paliers comme ça. Je pense aussi à un autre post où j'ai parlé de, voilà, de la maternité, des difficultés des fois. C'est vraiment des sujets où parfois tu écris le post vraiment sur le moment, tu vois? Tu ressens quelque chose et tu le mets sur papier et tu balances, et pour moi, ce sont souvent des posts qui touchent les gens. OK, et est-ce que tu as remarqué que ces postes-là, t'apportaient aussi enfin, avaient un bénéfice pour ton business, pour ton entreprise? Ou non, juste de l'audience et toucher plus de monde? Je sais pas si toi tu as cette même impression, mais j'ai du mal parfois à voir comment mesurer l'impact individuel de chaque Oui, poste. C'est plus un effet cumulé. Tu publies, tu parles de plusieurs sujets et de façon générale, bah, tu augmentes la visibilité, tu reçois des messages, des demandes, des opportunités. Donc, c'est difficile de dire d'où vient chaque truc. Euh, ouais, c'est plus un effet cumulé. ouais, et en tout cas, ce que je retiens et ce qui est assez parlant dans ce que tu racontes, c'est que en fait, se connecter aux gens que au niveau de son expertise, c'est super. Mais en fait, pour devenir plus mémorable, parce qu'on est dans un jeu de mémorisation aussi, c'est beaucoup plus puissant, j'ai l'impression, de se connecter au niveau des valeurs, et en fait, c'est juste que ça joue des rôles différents, mais les gens se mémoriseront peut-être plus, Élisabeth, l'américaine expatriée, que Élisabeth, l'experte en, language teaching, enfin voilà, Voilà, que des oui, trucs au sur début, je l'expertise, parlais d'anglais. et enfin Oui, les et tips anglais. OK, c'est et banal. et ça, c'est transposable à tout le monde. C'est ça qui est intéressant Mmh. aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est super les posts experts, mais en fait, la com et le personal branding, c'est pas que ça. On est dans une économie de l'attention où c'est important d'être mémorable, et surtout, les gens, il y a toujours plein de concurrents de toute manière et d'autres gens qui font la même chose, et ce qui va déterminer pour moi le choix des gens, à un moment donné, c'est pas que l'expertise, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec la personne? Et là, il y a besoin d'en savoir un peu plus sur les valeurs. Donc heu donc c'est super intéressant parce que ça adresse en tout cas, ce que tu racontes, ce que tu partages, une objection, moi, que j'entends souvent de mes clients, tu vois? C'est: «Bah, moi, je veux pas parler de moi, je veux pas étaler ma vie perso», et tu vois, on sait que le storytelling est important, et d'ailleurs peut-être que ça, c'est une différence entre les Français et les Américains. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est évident que, storytelling, c'est vraiment, vraiment un outil, quelque chose de super important à maîtriser. Et qu'en France, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout, tu vois? Et je me demandais si tu avais eu un avis d'ailleurs là-dessus, enfin je sais pas, ouais, Ouais, sur la peut-être, partie, tu vois, storytelling. on je me rappelle quand j'avais peut-être, 10 ans, on commençait à faire des cours, ce qu'on appelait, speech. J'étais dans le speech club et on apprenait des sketchs, quoi. On devait, faire devant les autres personnes, donc on devait apprendre à à raconter des histoires, à faire des sketchs, à faire rire, à faire, réagir, et c'est quelque chose que, ouais, que j'avais commencé assez jeune et qu'on fait beaucoup de projets, de présentations, de théâtre, de ce genre de choses aux États-Unis peut-être qu'on ne fait pas en France, à l'école. Hem et bah, c'est sûr, on le fait pas du tout, enfin, on le fait pas, voire pas du tout. Enfin, on n'apprend pas à même, présenter, parler devant une classe, tu vois? On apprend très, très peu, tu vois?
Et je suis sûr que ça a un impact aussi derrière. Toi, au début, donc, quand même, tu parlais pas forcément de toi. Et toi, qu'est-ce que tu penses du fait du coup, de parler de soi? Parce que derrière storytelling, on pourrait faire que du storytelling purement business. Euh, Tu m'as dit, à un moment, j'ai osé parler de tout, tu vois. Est-ce que, Mmh. enfin, tu vois, toi, qu'est-ce que tu penses que ça? Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dit, moi, je veux pas parler de moi, je veux pas étaler ma vie perso? Parce que ça, c'est très français de dire ça. Mmh. Après, il y a plusieurs choses. Donc, tu avais parlé de kiff aussi au début, disons que Ouais, voilà, on fait aussi des choses par kiff. Donc, ouais, si je me fais chier, ça va être difficile pour moi de tenir dans la durée. Donc, ouais. si je dois tout le temps donner les mêmes tips et faire les mêmes posts sur les mêmes trucs tous les jours, ça va être difficile pour moi de tenir ça pendant des années, tu vois. Donc, c'est aussi trouver un moyen de parler d'autres sujets ou d'arriver à s'amuser, en fait, à avoir un peu de fun dans ce qu'on fait, d'un côté. Et puis de parler de soi, bon, on n'est pas obligé d'étaler, genre, on choisit quand même ce qu'on veut partager et ce qu'on ne veut pas Oui. partager. On n'est pas obligé de parler de tout quand même. On choisit. Et, mais en même temps, je pense on a peur du regard des autres. Et je confirme que des fois, j'ai eu des remarques de personnes, soit que des personnes que je connais dans mon entourage ou des personnes haters, etc., qui parfois qui vont me pourrir ou qui vont me dire que c'est n'importe quoi. Donc oui, on a peur de ça. Et oui, ça arrive. Je vais pas dire que ça n'arrive pas. Ça arrive. Mais en même temps, plus tu partages des choses sur toi, plus tu te connectes avec d'autres personnes. Et c'est pas juste des clients. Tu vas te faire des amis, tu vas faire des partenaires, tu vas te faire inviter dans des podcasts. En fait, tu vas découvrir quelque chose que tu n'aurais pas découvert autrement. Mmh. Et alors justement, tu as mis le doigt sur un truc qui est ouais, à chaque fois je récupère ou j'ouvre plein de tiroirs. Je ne sais pas si on les fermera tous, hein. On est dans les digressions, tu vois? On est beaucoup dans les digressions, mais Mmh. là, tu as partagé que bon, on parler de soi et cetera, on dit pas tout, mais c'est aussi ce qui permet, enfin, se faire plaisir quelque part, c'est aussi ce qui permet de durer dans le temps et c'est quand même une condition indispensable pour construire une communication durable ou en tout cas une marque personnelle qui bénéficie des effets cumulés. Donc, c'est de tenir dans le temps. C'est-à-dire que Mmh. l'objectif, je peux faire un petit rappel sur l'objectif, c'est de se dire que euh, on investit par exemple 1 heure à écrire un post et c'est de se dire que ben, pour 1 heure investie il y a 4 ans, quand j'investis 1 heure aujourd'hui, je vais avoir 10 ou 20 fois plus de résultats en visibilité, en opportunité. C'est ça les effets cumulés. Et pour arriver à ça, ça marche pas de s'arrêter, de reprendre. Il y a une notion de répétition et de récurrence et de rythme. Mmh. Toi, tu dis que tu t'es jamais arrêté, qu'il faut kiffer. Enfin, comment rester visible, pertinente en ligne, tout en gérant, des autres priorités de la vie? Tu as dit que tu avais les enfants et aussi de la vie, perso et pro, chef d'entreprise, nouveau projet. Comment tu réussis à tenir, tu vois? Ça, c'est une énorme problématique pour les gens. C'est que parfois ils disent: «Bah non, j'ai lâché parce que là, je j'ai plus le temps, quoi». Ouais. Ça, c'est une bonne question et j'ai pas le même rythme que certaines personnes. Là, en plus, j'étais censée publier tous les jours là pendant 3 semaines. Je fais un petit truc, un petit bootcamp et j'ai tenu une semaine et puis je suis tombée malade et ça a été trop dur. Mais sinon, en principe, je publie peut-être 2 fois par semaine. Donc je pense que OK. déjà, il faut choisir un rythme Mmh. on est capable de tenir. Qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes visions. Tu peux voir des créateurs, je crois que tu avais invité Maud, dans ton podcast ou pas? À Oui, la oui, oui. Veste. Oui, Donc mode à par la exemple, veste. c'est quelqu'un qui va avoir un rythme moins soutenu, qui va faire peut-être 2 posts par semaine, mais hyper quali. Après, tu as des créateurs comme,
Thibault Louis, par exemple, qui va te balancer 2-3 posts, parfois même plus par jour. Euh, pour moi, c'est impossible. Donc déjà, il faut choisir un rythme qui est tenable pour toi. Parce que voilà, on n'est pas tous pareils. Et ça fonctionne quand même. Maud a quand même une super communauté, Ouais. malgré le fait qu'elle publie moins que d'autres créateurs. Donc c'est pas une question de quantité. Et le 2 fois par semaine, moi, ça me parle parce que c'est aussi mon rythme. C'est ma manière à moi de continuer, de garder le kiff tout en ayant quand même des résultats. Mm. Hem, Toi, tu as démarré enfin, tu es à 2 fois par semaine. Il y a une question que se posent aussi parfois ceux qui veulent se lancer et qui écoutent, c'est quand tu as démarré, bon, toi, c'était exploratoire, mais il y en a qui recherchent quand même des résultats. Tu as mis Mm. combien de temps, quand tu t'es lancé, avant d'avoir tes premières opportunités, on va dire business par LinkedIn, tu vois? Alors, ça dépend si la personne démarre vraiment de zéro zéro. Oui, Comme je t'ai dit, j'avais déjà des contacts, des clients, etc. Donc, c'était vraiment je sais pas, dans les premiers mois, quand j'avais fait ce post-là, il y avait des anciens clients qui m'ont dit, ah, tiens, je viens je viens de penser, j'aimerais bien refaire une formation, tu vois. Donc, c'était, je sais pas, au bout de 2-3 mois. OK. C'est marrant parce que merci beaucoup enfin, merci pour le partage et pour ta réponse. C'est 2-3 mois, c'est à peu près le truc qui sort, à tous mes invités, tu vois? Et pourtant, il y en a qui partent de zéro, mais c'est vrai qu'ils ont tous une intensité différente. Il y en a, ils se lançaient de zéro, mais Mm. par contre, ils faisaient un post par jour et ils ont mis à peu près Ouais. 2-3 mois, tu vois? Et effectivement, quand tu as déjà un business en place, parfois, il suffit peut-être d'un post pour réactiver le réseau dormant et c'est là où c'est où Ouais. ça peut être magique, quoi. Sinon, si on Pardon. part vraiment de zéro, je pense que c'est bien aussi de faire du outreach, d'aller Oui, se connecter avec les gens, échanger avec les personnes en message privé, etc. Être un peu plus active et ouais. pas juste attendre que ça arrive. Oui, et tu disais aussi, en début d'épisode, un truc qui est quand même très vrai, c'est que tu étais dans des réseaux physiques à la base et moi, je me rends compte quand même que monter un personal branding, on imagine très online, mais en fait, le truc quand même qui reste le plus puissant, c'est d'être dans des vrais réseaux physiques ou de réseauter en qualitatif et je trouve que c'est ça, enfin moi, un truc qui se passe, c'est que c'est le réseautage qualitatif, parfois physique, qui me permet de passer, des paliers. Parce qu'il y a un moment où tu tisses quand même des liens 10 fois plus forts avec les gens quand tu les vois en vrai et en fait, ce truc-là s'amplifie en ligne, mais c'est bien de partir d'une base réelle aussi, quoi. Ça, je me demandais si tu avais continué, du coup, si tu avais comme tu es à distance maintenant, tu avais complètement abandonné le réseautage, physique, par exemple? Euh, alors maintenant, j'essaie de faire un peu différemment. Je vais participer, par exemple, à des masterminds ou des Ouais. choses comme ça, où c'est plutôt en ligne, mais on a des rencontres en physique aussi de temps en temps. Donc, j'essaie de continuer de cette manière. Ouais, les masterminds arrivent en Europe, en France et c'est une bonne manière de faire du efficace, sur un week-end Ouais. et en physique et OK, question plus globale sur les comme tu as 12 années de recul sur enfin Alves, Mmh. Formation et Oui. que ça fait un moment, bah, que tu dois vendre ta boîte d'abord, puis un peu aussi te vendre et que tu as pris la parole dernièrement. Quelles sont du coup les décisions que tu as prises, ces 3 dernières années qui t'auraient paru peut-être absurdes il y a 10 ans, quand tu t'es lancé? Waouh! Moi, une décision, par exemple, ça peut t'aider, c'est que l'année dernière, j'ai fait appel à une photographe, tu vois? Je déteste me faire photographier, je m'aime pas en photo. Mais j'ai Mmh. compris, ça m'aurait paru absurde il y a 2-3 ans d'investir dans quelqu'un qui me photographie. Et en fait, j'ai compris que s'accepter en photo et aussi montrer des photos de qualité professionnelle, renvoyer une image, de prix, de tout ce que tu veux, un prix psychologique, en tout cas une image de qualité qui était indispensable, en fait. Mmh. Voilà, ça, c'est un truc qui m'aurait paru absurde, quoi. Mais, bah, du coup, je pense même le mastermind, le fait de rejoindre des masterminds, heu, par exemple, le dernier que j'ai fait, c'était un budget de
de plus de 20 000 euros. Et si tu m'avais dit ça au début, quand je me suis lancée, j'aurais dit, mais c'est pas possible, quoi. Jamais je vais investir autant dans un truc, c'est pas possible. Ça, j'aurais pas cru. Et et en tant que enfin et le mastermind du coup pour que les gens comprennent, enfin souvent on va chercher du réseau, mais aussi des parfois des shifts, des mindset shifts un peu Mm. et je voulais savoir ce que concrètement ça t'avait apporté. J'ai vu que dans un post tu partageais, récemment, tu disais: «En 10 ans, en tant que dirigeante, j'ai vécu, plusieurs millions d'euros de CA de chiffre d'affaires cumulé, des crises où j'ai failli tout perdre, 2 congés maternité, des périodes d'hypercroissance, écrasantes». Et je voulais savoir, ouais, dans cette période et peut-être grâce à certains masterminds, quels avaient été tes plus gros, mindset shifts? Je me rappelle vraiment du premier, parce que comme je disais au début, je suis une personne plutôt timide. Donc, Ouais. c'est marrant quand on me parle de réseautage, de prendre la parole, et cetera, mais comme je disais, je passe vraiment la majorité de mon temps seule. Donc je m'étais convaincue, en fait, que je n'aimais pas ça, que je n'aimais pas échanger avec les gens ou que je n'aimais pas aller réseauter, parce que ce n'était pas, aligné avec ma personnalité. Donc le plus gros shift, c'était d'apprendre en fait que si j'aime ça, c'est juste que j'aime pas les trucs un peu bullshit ou les trucs superficiels. Mmh. Et que quand tu es dans un mastermind, c'est vraiment des échanges très profonds avec les gens. Tu vois vraiment à l'intérieur des boîtes, des personnes, et ils voient à l'intérieur de la tienne, et tu as de vrais retours d'expérience que tu ne peux pas avoir dans un truc networking random où tu balances des cartes de visite et tout ça. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, la première chose, c'était d'apprendre que si j'aime ça et que si ça apporte beaucoup, et aussi que quand on est dans une période où voilà, on traverse des difficultés, où j'avais plutôt tendance à me renfermer, que c'est beaucoup plus puissant si on arrive à s'ouvrir pendant ces périodes-là et à recevoir de l'aide d'autres personnes. Que ça veut Ouais, pas dire qu'on est faible ou qu'on est nul, mais plutôt qu'on est smart et qu'on bénéficie de l'expérience des autres personnes. et toi en ouais, sur toute cette période, c'était enfin, je sais pas si tu l'as déjà partagé, mais c'est ça a été quoi la période enfin le truc le plus dur pour toi en tant qu'entrepreneuse, heu, ici en France? Mmh, je dirais vraiment cette période de séparation avec mon associé, et c'était là où j'avais rejoint ce premier mastermind aussi, donc ça m'a beaucoup aidé d'échanger avec d'autres personnes qui avaient déjà vécu ça, qui avaient déjà vécu des séparations, qui m'ont fait des recommandations, qui m'ont mis en contact avec des avocats, qui m'ont donné des livres, des genre plein de juste des mots de soutien, et je pense que c'est vraiment grâce à ces échanges que j'ai trouvé le courage de faire ce que j'avais à faire. OK et là on parlait d'une période difficile. Toi en tant qu'américaine, je suis intéressé de savoir ce que tu penses du fait de partager ces échecs. J'avoue que Mmh. je sais pas trop qu'en penser, je sais pas si c'est un truc français ou pas. Je 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 sais pas trop qu'en penser. Je suis pas sûr que ce soit bien, mais je sais pas. Ouais. Ah, j'essaie de me rappeler, et je parlais de ça avec quelqu'un d'ego, ethos, tout. En fait, ce qui est difficile, c'est quand tu partages, quand tu es en train de vivre le truc. Genre quand tu es Ah oui, vraiment dans la merde et que tu balances, ta merde à tout le monde, c'est pas très bénéfique pour les autres personnes. Mais une fois que tu l'as traversé et que tu as digéré, et cetera, et que tu es capable de partager tes leçons, c'est quelque chose qui peut vraiment aider les autres personnes qui sont en train de traverser la même chose. Mais c'est assez délicat, j'avoue. J'ai fait quelques posts sur le fait de me séparer de mon associé, et cetera. C'est délicat de trouver les bons mots pour parler du sujet sans, hem
critiquer l'autre personne ou sans avoir un regard trop négatif. Donc d'en tirer ce qu'on peut et sans trop rentrer dans la négativité. Mmh. Ouais, c'est pas évident. Moi, au début, je pensais que c'était bien parce que ça permettait de se livrer, d'être un peu authentique, de montrer une face humaine, un visage humain. Et en fait, de plus en plus, je suis pas sûr que ce soit vraiment bien. En tout cas, pas forcément en public, parce Mmh. que je suis pas sûr que ça projette une image très, ouais, très valorisante et puis que de toute manière, dans la manière de retranscrire, il y a souvent un peu d'affect. Je pense que tu as raison, un échec, on peut en parler quand c'était il y a 10 ans, Oui, mais un truc où on est encore un peu dedans, oui. et ça, j'ai l'impression qu'il y a en fait, je te demande parce que je vois beaucoup de gens qui le font en France, beaucoup sur LinkedIn et je suis dans cette culture-là et pourtant je suis pas sûr que ce soit très bien, quoi. Alors, pour te Je donner un exemple où j'ai dit: «Ah, je sais pas si c'est bien», j'ai vu, par exemple, une personne qui, je sais plus, qui travaille dans la communication ou qui était community manager ou qui rédige des posts ou quelque chose comme ça, je sais pas, et qui écrit un post pour dire que ça marche pas du tout, qu'elle veut tout arrêter, qu'elle a aucun résultat avec ses posts, que c'est trop compliqué. J'ai dit: «Ah, je sais pas si c'est bien pour toi parce que c'est pas très rassurant pour les prospects Oui, qui vont te lire, je sais pas». Donc c'est là où il faut faire un peu attention. C'est quoi le but de ton oui, partage? oui, c'est Là, vrai. c'était peut-être la desperation. Donc Oui. si c'est pour partager des leçons qui peuvent aider d'autres personnes, c'est pas tout à fait la même dynamique. C'est vrai et je me demande si j'ai pas vu je crois que c'est récent, non? Je crois que j'ai vu passer un post récemment là-dessus, C je et c'est pas la première fois que je OK, vois ce OK, type OK, de post. OK, ça me fait penser à un truc qui m'a surpris et je sais pas si c'est le Donc même, pas mais pour peu critiquer, mais importe. je pense Oui, bien pas que sûr. ça serve, Ouais. Non, mais on est positivement d'accord. cette personne. On est d'accord dans ce cas-là et OK, tout à l'heure, Sinon tu les as échecs, donc tu as vu oui, dans le post que tu as cité où je dis, bah, j'ai aussi vécu des crises, des séparations d'associés, des licenciements. J'ai vécu plein d'échecs que j'ai balancés un peu comme ça, hem, mais sans rentrer dans les détails, tu vois? oui, oui, ça fait aussi partie du enfin, ça fait Pour partie montrer qu'il y a les du 2 parcours. faces, Oui, c'est ça, du exactement. Non, tu as raison. Là, parler des échecs aussi pour montrer juste qu'il y a des 2 faces, enfin, ça fait partie du chemin, quoi. mmh, Hem, OK, non, mais je retiens le côté de pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour donner des leçons ou juste est-ce que c'est désespéré? Et le timing aussi, c'est bien de le faire, toujours plus facile de le faire avec du recul. Tout à l'heure, tu as parlé de Justin Welch, tu as cité quelques personnes. mmh. Hem, quels sont là, on est sur un podcast personal branding. Globalement, quand même, les Américains sont plus avancés et il y a du plus haut niveau et je pense qu'il y a plus de monde avec du haut niveau. Quels sont les Américains à suivre pour progresser sur son personal branding? Ouf, mmh, je sais pas vraiment. Tu vois, j'essaie de plus en plus d'éviter les réseaux sociaux pour m'inspirer, parce que je rentre un peu dans un spirale, où j'arrive plus à comprendre quoi que ce soit. Je me sens plutôt, angoissée qu'inspirée, où je passe trop de temps à scroller et tout. Donc en ce moment, Et je ne en saurais livre, même pas dire. Un livre, ça pourrait être des livres hors des réseaux sociaux, hein. mmh. Donc là, par exemple, sur ma pile, genre, j'ai une petite pile qui tient mon ordinateur. J'ai, hem, ça, en ce moment, The Diary of a CEO. Je sais OK. pas si tu le vois? Et donc ça, c'est en anglais, mais après, j'ai aussi un livre d'une Française que tu connais peut-être, de Sandy Jacoby, Ah oui, je vois tout à fait qui c'est. Ouais. heu, qui est hyper intéressant aussi. En fait, ce que j'aime le plus, c'est juste m'inspirer de tout, de plein de sujets, de lire des livres, de, business ou d'histoire ou en fait de tout, et je prends des notes et c'est tout. En fait,
j'aime pas regarder des posts pour faire des posts. Je comprends. Franchement, j'ai plus de facilité aussi à m'inspirer de livres ou de contenus longs ou autres que juste de suivre des posts, de gens. Mais OK, merci pour le partage. Sandy Jacoby. En plus, elle vient C'est de sortir super son livre, d'ailleurs, je sais. c'est ouais, Ouais, elle est sur LinkedIn en France et elle vient de sortir son livre et ouais heu et et elle passera peut-être dans un épisode suivant. ah! On est en contact Cool, donc super. et Ouais, pardon, je t'ai elle coupé, est tu vraiment voulais dire quelque chouette. chose? Et non, et puis le dernier livre que je viens de commander, c'est le livre de Sahil Bloom, Oui. Five Types of Wealth, donc les 5 types de richesse. Je sais plus, il parle de temps, de santé, de relations, ce genre de choses. Mmh. Donc il va arriver bientôt. Après les Five Languages of Love, il y a les Five Types of Love. Voilà. Je sais pas si tu connaissais ce livre, mais Oui. OK, OK, ouais, merci beaucoup Sahil Bloom qui est quand même, pour le coup, présent sur les réseaux et qui a un très haut niveau, qui fait partie des personnes qui ont un très haut niveau. Hem, Allez, on va arriver dans les dernières questions parce que j'ai promis ensuite de te libérer à l'heure tu disais, question qui a rien à voir. On peut sortir un peu du cadre. Tu disais que tu étais tombée amoureuse de la cuisine tout de suite en France, mais qu'il y avait un temps trop long passé à table. C'est quoi ton c'est quoi et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai horreur des repas où on est 3 heures à table. Moi, j'ai besoin de bouger tout le temps et j'aime bien les Ouais. temps qualitatifs, discuter en marchant et autres, mais pas rester immobile. Mmh. Quel est le enfin, bref, tout ça pour te demander quel est ton plat préféré, en France? Ouh, bah, c'est le fromage, quoi. Je pourrais pas, genre tout ce qui est fondu, raclette, tartiflette, s'il y a du fromage dedans, c'est bon. Je comprends à 100. Quelle est ta musique française préférée? Oh God, je sais même pas. Pour le coup, j'écoute pas beaucoup de musique française. On t'a forcément forcé à en écouter à des moments, quoi. Waouh, 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 il est pas français. J'allais dire j'aime beaucoup la musique de Stromae, mais il est pas français Et lui, oui, je il est crois belge. il Allez, est belge. il est belge, mais ça marche Désolée, parce les qu'il est en Français. non, mais ça marche parce qu'il est très bon et il chante quand même en langue française, donc Et que Stromae, OK. c'est de la poésie, en fait, c'est très Ouais, puissant ce qui est dit. J'aime beaucoup. ouais, il est très fort en écriture aussi, en fait, en plus d'être Mmh. bon musicien. Quel est ton endroit préféré en France? Ouh. Mmh, j'aime beaucoup la ville, d'Annecy. OK, Annecy, le lac, les montagnes, la petite ville, l'ancienne, je sais pas comment on dit, l'ancien centre, j'aime oui, beaucoup. C'est trop ouais. mignon. Ah, c'est très joli Annecy, pas très loin de l'Italie d'ailleurs. Mmh. Et très bien, bon ça c'était pour les questions de la fin. Tu as quand même, tu as parlé rapidement de ton side project en début d'épisode, Sorority Ouais. Club et donc bah, tu t'adresses beaucoup aux femmes. Il se trouve que ce podcast, j'ai regardé les statistiques et il y a 60 d'auditrices, de femmes qui écoutent ce Mmh. podcast. Tant mieux, j'ai jamais, eu de enfin c'est le hasard, mais tant mieux. Quel message tu voudrais faire passer aux 60 de femmes qui écoutent ce podcast? Mmh. Mmh. Ça me fait penser un peu à, cette étude qui disait que les femmes ont tendance à regarder plus d'annonces d'emploi, mais envoyer moins de candidatures et qu'une femme attend d'avoir 100 des compétences requises avant de postuler, alors qu'un homme, attend d'avoir peut-être 60 des compétences requises pour postuler à une offre. Et je pense qu'on continue un peu avec ce mindset quand on est entrepreneur aussi ou quand on prend la parole, sur les réseaux sociaux. On attend d'être parfaite, d'avoir, 100 des compétences avant de se lancer et dire: «Ah bah, je suis pas prête parce que, voilà, c'est pas assez bien». Donc ce que je dirais aux femmes qui nous écoutent, c'est juste de, bah, go, 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 go,
qu'il faut pas attendre d'être parfaite ou prête pour se lancer sur les réseaux. Tu ne seras pas prête avant de commencer, c'est impossible, il faut commencer et puis on s'y habitue, on prend goût, on avance, on progresse et cetera, donc just go, you can do it. Thank you, merci beaucoup. Last question, Good, comment on yeah. fait ouais, non, je vais pas commencer. Comment on fait pour te suivre, pour te joindre ou pour, travailler avec toi, Elisabeth, pour celles et ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin? Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Super, bah, je pense, sur LinkedIn, c'est le plus simple, c'est là où je suis on va dire, le plus active et sinon, ça dépend du projet. Si c'est un projet de formation, bah, chez Aves ou, si c'est pour développer ton entreprise, bah, Sorority Club avec grand plaisir. Parfait, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Un grand merci à toi, Elisabeth, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir, accepté aussi de répondre à mes questions alors que même tu as dit, que tu étais encore un peu malade. On est, début février, tout le monde est un peu malade. Merci beaucoup d'avoir malgré tout accepté, franchement c'était une super conversation et merci à toutes et tous, tous ceux qui sont encore là de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer, des petits retours. Moi, je suis aussi beaucoup sur LinkedIn comme Elisabeth. Ça fait toujours plaisir de recevoir des messages LinkedIn sympas, après les épisodes. C'est ce qui en tout cas, moi, c'est ce qui me motive à continuer et bah, voilà, merci. Est-ce que toi, tu as un mot de la fin, Elisabeth? Ou est-ce Non, qu'on a just, tout dit? thank you and, see you soon. Bon, merci, merci, merci. Bah, on va